À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Caroline Claveau, une mère impliquée dans le mouvement Ma place au travail, un mouvement créé en réponse à la pénurie des places en garderie du Québec. Caroline a participé à la rédaction et à la présentation en commission parlementaire d'un mémoire pour améliorer le projet de loi 1 sur la réforme du réseau des garderies. Elle est elle-même maman de 2 enfants et a subi les effets du manque de places en garderie. Durant l'émission, Caroline nous aide à mieux comprendre le fonctionnement du système de garderie et l'ampleur du problème du manque de place. On aborde les problèmes de justice sociale amenés par le manque de place, que ce soit du côté des parents ou des enfants. Nous parlons de la fameuse publicité mensongère que le gouvernement a publiée afin de mettre de la pression sur les éducatrices lors des négociations. Nous terminons en présentant la solution proposée par le gouvernement, le grand chantier pour les familles. Caroline nous présente 3 recommandations pour l'améliorer. Bonne émission. Alors, bonjour Caroline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Aujourd'hui, on est très contente de te recevoir à Parlons éthique parce que on va avoir l'occasion de discuter avec toi d'un mouvement dont on a beaucoup entendu parler depuis le début de la pandémie, qui est le mouvement Ma place au travail. Alors, pour préciser un petit peu à nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est Ma place au travail et un petit peu là comment toi t'en es venu à te lier à ce mouvement-là? Oui, Ma place au travail, c'est maintenant et depuis peu un OBNL, mais c'est né d'un mouvement qui s'inscrivait contre la pénurie de places en milieu de garde éducatif à l'enfance. C'est la pénurie à laquelle le Québec fait face en ce moment. Ma place au travail, c'est des milliers de parents qui sont retrouvés dans le même bateau à la recherche d'une place de garderie pour leurs enfants, dans un contexte où il n'y a pas assez de place pour le nombre d'enfants qui en auraient besoin. Il y a plusieurs mamans puis quelques papas bénévoles qui contribuent à la mesure de leur capacité à des efforts de mobilisation pour faire bouger les choses, aussi beaucoup d'efforts de sensibilisation pour faire connaître le problème puis les enjeux. Puis aussi, c'est un environnement d'accueil pour les parents puis les alliés de la cause qui vivent la détresse pour pouvoir peut-être espérer les diriger vers des ressources. Pour ma part, moi, je suis maman de 2 filles, une de 3 ans et un bébé qui aura bientôt 1 an. Ma grande a une place en CPE, mais seulement depuis septembre. Puis c'est une place à temps partiel. Je cherche toujours une place pour mon bébé. J'ai décidé de rejoindre le mouvement au mois de mai. Je contribue depuis ce temps-là dans l'équipe de gestion des réseaux sociaux de Ma place au travail. Excellent, merci beaucoup. Puis donc, tu l'as évoqué, le principal problème auquel veut s'attaquer ce mouvement-là, c'est le problème de pénurie de places en garderie pour les jeunes enfants. Il y a plusieurs options quand on souhaite faire garder son jeune enfant au Québec, là, son enfant d'âge préscolaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quelles sont ces options-là, puis pourquoi, malgré la diversité de ces options, on manque quand même de place. Il y a quand même des familles qui se retrouvent là à devoir gérer le stress de gérer la garde d'un enfant préscolaire et un emploi, en fait, à temps plein. Oui, vous avez nommé plusieurs éléments. En fait, il faut savoir au départ qu'au moment de la fondation du mouvement, il y avait 51 000 familles qui étaient en attente d'une place. Donc, ce nombre-là vient de la liste de parents sur le guichet unique de la place 05. La fondatrice et porte-parole du mouvement, Myriam Lapointe-Gagnon, elle a lancé un appel à la solidarité depuis son salon avec un mot-clic sur les réseaux sociaux. Puis elle espérait rallier les parents de sa région qui peut-être se trouvaient dans la même situation qu'elle. Puis elle s'est vite rendue compte que c'était à l'échelle de la province, là, puis qu'aux 4 coins du Québec, les parents vivaient le même problème. Sinon, pour ce qui est des différentes options, il faut savoir que le réseau de services de garde éducatif à l'enfance offre 3 grands types d'établissements pour les familles. Donc, premièrement, il y a les centres de la petite enfance qu'on appelle les CPE. Donc ça, c'est des milieux éducatifs subventionnés par l'État. Ils offrent des places à contribution réduite. En ce moment, c'est à 8,70 $ par jour, si je ne m'abuse. Puis, les CPE sont soumis à des réglementations rigides en ce qui concerne la qualité, par exemple, des services fournis, la sécurité, les ratios, la qualification des éducatrices, pour nommer ces aspects-là. Si les garderies en installation, qui peuvent être subventionnées ou non, ça veut dire que l'installation est ouverte dans un but lucratif.
Là aussi, il y a des règles à respecter, par contre, là, concernant l'assurance qualité des services qui sont offerts. Puis, en général, une place en installation, surtout si elle n'est pas subventionnée, peut coûter très cher. Donc, c'est rarement en bas de 45 $ par jour, par enfant, puis ça peut facilement dépasser les 60 $ là, dans plusieurs cas. Puis, on a aussi les responsables de services de garde qui ouvrent un milieu familial. Donc, ces ressources-là ouvrent généralement leur garderie à leur domicile. Évidemment, il y a moins d'enfants par installation pour ces milieux-là, vu que c'est à domicile. Les milieux familiaux peuvent être aussi subventionnés ou non. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une variété de milieux et de façons de fonctionner, en fait. C'est très positif en soi parce que chaque enfant est unique, puis un type de milieu pourrait mieux convenir à un enfant puis peut-être moins convenir à son voisin. Par contre, là où on voit qu'il y a un problème, c'est que comme il manque cruellement de place dans le réseau, les parents n'ont pas vraiment le choix du milieu. Puis ils prennent trop souvent le premier appel qui leur offre une place parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de risquer d'attendre encore une autre possibilité avant de retourner travailler. Oui, puis c'est ça, moi j'ai un enfant aussi, puis ça a été facile puisque à l'université où j'allais, on avait un CPE subventionné qui venait avec l'université. Et donc, c'était super facile de pouvoir, on l'a eu super rapidement, puis on n'a eu aucun problème. Et tous les parents qu'on rencontre, c'est l'espèce de combat de dire, là, j'ai une place, mais c'est à 1 heure de route à chaque fois. Mais si je le lâche pour pouvoir être encore sur le processus pour pouvoir m'inscrire, parce que tu peux pas t'inscrire si tu as déjà une garderie, ben là, je me risque d'avoir un long temps où je sais pas si je vais avoir une garderie qui serait plus proche de chez moi. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes. Et peut-être si tu peux nous parler un peu du processus pour inscrire son enfant en garderie, parce que j'ai pas trouvé l'expérience si agréable de mon côté. Oui, je peux très bien comprendre. Parlons-en de ce processus-là. La voie officielle à suivre pour un parent qui attend un enfant puis qui souhaite avoir une place dans le réseau de services de garde éducatif, c'est de s'inscrire au guichet unique, la place 05. Donc, via un portail sur Internet, le parent peut ouvrir son dossier, choisir les milieux de garde où il souhaite mettre son enfant sur la liste d'attente. Quand le tour de son enfant arrive sur la liste d'un de ces milieux-là, le parent va recevoir un appel ou un courriel, puis il peut alors choisir d'inscrire son enfant ou non après une visite, par exemple. Dans les faits, c'est malheureusement rarement comme ça que ça se passe. Comme il manque des dizaines de milliers de places en ce moment, les parents ne peuvent pas compter sur le guichet unique pour trouver une place pour leur enfant. Je dis enfant parce que les bébés ont le temps de grandir avant de recevoir un appel selon leur rang sur la liste d'attente, malheureusement. Puis ça, ben, c'est même s'ils en reçoivent un avant leur entrée à la maternelle, parce que dans certains cas, les parents n'ont juste jamais reçu d'appel. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils font, les parents? On peut peut-être en parler. Pour espérer trouver une place, ben, premièrement, ils doivent inscrire leur bébé à naître sur la place 05 dès qu'ils apprennent la grossesse. Ils cochent tous les critères possibles pour s'assurer de ne pas restreindre leurs options. Donc, ils disent qu'ils sont ouverts à du temps partiel, à du temps plein, à une place temporaire, tout ce qui est disponible, on coche tout. Puis, ils visitent d'autres sites comme margarderie.com, par exemple, qui va recenser des milieux familiaux qui s'affichent là pour voir si des places se libèrent miraculeusement quand ils regardent, mais ça s'envole toujours très, très vite. Ils s'inscrivent aussi au groupe Facebook de leur communauté. Ils publient des annonces pour faire un avis de recherche de place pour leur trésor. On a même vu circuler des CV de bébés, des photos pour espérer attendrir une éducatrice qui répondra peut-être à leur appel. Les parents vont cogner aux portes des installations, des milieux familiaux, font des appels. On a entendu plusieurs histoires où des parents offraient des sommes très élevées pour espérer passer devant les autres en liste d'attente pour avoir une place pour leur bébé. Et inversement, il y a des personnes qui demandaient des paiements à l'avance pour garantir une place. C'est vraiment la jungle. Je peux peut-être parler de mon expérience personnelle, là, vu que j'ai vécu le processus. J'ai pas trouvé de place via la place 05 pour ma 3 ans, en tout cas pas au départ, même si c'était avant la pandémie, parce qu'on peut le mentionner, là, la pandémie a grandement exacerbé le problème. Ma fille est née en 2018, je l'ai inscrite sur la place 05 dès mes premières semaines de grossesse. Puis, c'est en rencontrant par hasard une éducatrice qui avait son milieu familial dans mon quartier, dans un parc près de chez moi,
que j'ai finalement pu avoir une place. Elle m'a abordée parce que ma fille était en plâtre à ce moment-là suite à une chirurgie. Puis de fil en aiguille, on a discuté, puis j'ai appris qu'il y avait des amis qui quittaient son groupe, des enfants quittaient à cause d'un déménagement. J'ai pris ses coordonnées, puis après une visite, on a décidé d'inscrire ma fille chez elle. Elle avait 15 mois. Un an et demi avant de... Le bébé est devenu un enfant avant de pouvoir entrer à la garderie. Et on se rappelle que c'est pas le guichet unique qui m'a permis d'avoir cette place-là non plus. Elle a reçu son premier appel via la place 05 pour débuter son intégration dans un CPE alors qu'elle venait juste d'avoir 3 ans. Donc, s'il avait fallu que j'attende ça, ça n'aurait pas été possible pour nous. En plus, la seule raison pour laquelle on a eu la place, c'est parce qu'on avait coché qu'on était ouvert pour du temps partiel. Sinon, il y avait encore plus de 100 enfants devant notre fille sur la liste d'attente de ce milieu-là. Cette expérience-là est un peu parlante, je trouve, parce que c'était avant même qu'on parle de la pénurie actuelle. Donc, on voit que le problème ne date pas d'hier. Puis en ce moment, j'ai eu un bébé entre-temps qui n'a toujours pas de place. Puis on penserait que ce serait plus facile quand on a déjà un enfant qui a une place. Par contre, c'est pas tous les CPE qui ont de pouponnières. Donc, les places poupons sont très, très rares. Ce qui fait que, au plus tôt, les parents peuvent souvent espérer avoir une place aux 18 mois de l'enfant. Ce qui reste quand même assez tard. Donc, on voit le casse-tête qui prend forme là, pour les familles qui ont ce problème-là quand on envisage un retour au travail. En fait, quand tu racontais ton expérience personnelle, ce que j'ai entendu de la plupart des parents, parce qu'on discute avec la plupart des parents qui disent « Ne compte pas sur la place 0,5 ans, va cogner aux portes, c'est la seule manière. » C'est peut-être un peu réducteur, mais ça semble être l'expérience de la plupart des personnes qui veulent avoir une place en garderie. Absolument. C'est ce qu'on entend aussi. Les parents qui ont réussi à trouver une place dans les plus tôt, c'est parce qu'ils ont été très proactifs et qu'ils ont fait des pieds, des mains, des appels. Ils les comptent plus. Ils vont se pointer sur place. C'est vraiment la seule façon, en tout cas. Pas la seule, mais en ce moment, les listes d'attente sont trop longues pour compter seulement sur la place 05. Ah, et peut-être juste mentionner, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du congé parental? Parce que bon, il y a un certain temps où les parents ont un congé parental où ils peuvent recevoir une partie de leur salaire, mais 18 mois, on s'entend que c'est pas le congé parental ne va pas jusque-là, donc il y a peut-être un moment moins critique dans les premiers mois où, bon, on a déjà un congé, mais après ça, il faut retourner au travail, et là, quand il n'y a pas ces options-là, ben c'est là que ça devient vraiment problématique. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette situation-là, du congé parental? Absolument. En fait, c'est un des plus gros enjeux là, dans le problème de la pénurie de place en garderie. C'est en fait qu'il y a un jeu entre la fin du congé parental, même si un parent décide de prendre le plus long congé, décide de prendre 1 an d'arrêt où il peut recevoir une portion de son salaire en congé pendant qu'il prend soin de son bébé. Comme les places poupons, donc de 18 mois et moins, sont tellement rares, ben, il reste encore plusieurs mois entre 12 et 18 où le parent n'a pas accès à une place de qualité et abordable ou à une place tout court pour son enfant, ce qui fait que ben, il doit prendre la dure décision. Est-ce que c'est moi qui devra rester à la maison? Est-ce que c'est l'autre parent? Ou dans le cas des familles monoparentales, c'est même encore plus grave parce que le seul parent représente aussi le seul revenu de la famille. Donc, et on reçoit des témoignages, à chaque jour en très grande quantité via la boîte de messagerie de ma place au travail, de parents qui nous mentionnent, qui nous nomment cette détresse-là de ne pas avoir d'endroit où se réfugier, où aller chercher de l'aide. Ils ne savent plus où se retourner pour trouver des solutions. Donc, nous, à ma place au travail, c'est une de nos grandes revendications. On demande de l'aide pour ces parents-là qui en ont besoin maintenant et depuis plusieurs mois, pour hier en fait, parce qu'il y a plusieurs parents qui attendent déjà depuis plusieurs mois en sans solde parce qu'ils n'ont pas de place pour leur enfant. C'est mon cas. Moi, j'ai dû mettre fin à mon contrat de travail pour expliquer un peu notre contexte personnel parce que ça peut peut-être parler à plusieurs... moi, je suis contractuelle. C'est mon conjoint qui a pris le congé parental. Donc, c'est lui qui a pris 9 mois de congé à la naissance de nos 2 filles. Cette fois-ci, quand ma deuxième fille est née,
on voyait déjà poindre la difficulté de trouver un milieu pour elle. On avait déjà vécu l'expérience avec notre première, puis en plus, elle est née pendant la pandémie, donc on ne s'attendait pas à un miracle. J'ai donc pris la décision de reprendre le travail quand mon bébé a eu 3 mois. Je me suis dit, je vais profiter du congé parental de mon conjoint pour faire preuve de bonne foi. Je vais offrir ce temps-là à mon employeur. Comme ça, si vraiment je trouve pas de garderie tout de suite à la fin du congé parental, ben au moins j'aurais offert ces mois-là. Je vous cacherai pas que ça a été une décision difficile. J'aurais préféré passer ce temps-là avec ma famille. Ça a été très épuisant. Et j'en ai payé de ma santé, ce qui fait qu'à un certain point, ça fonctionnait plus. C'était pas du tout viable sur le long terme. Puis j'ai dû mettre fin à mon contrat de travail pour rester disponible pour prendre soin de mes 2 enfants. J'ai la chance d'être dans une situation qui nous permet de subvenir à nos besoins en ayant seulement un salaire, mais c'est pas le cas de toutes les familles. Il y a plusieurs familles pour qui ça représente un énorme casse-tête. C'est un cauchemar, en fait, parce que sans ces revenus-là, ils se demandent combien de temps ça va durer, combien de temps est-ce qu'on peut encore tenir. Ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel parce qu'ils ne savent pas quand ils auront une place pour leur enfant. C'est très difficile de planifier. C'est un gros stress, une grosse pression sur plusieurs familles en ce moment. Les expériences que tu nous rapportes, que ce soit la tienne ou celle des parents que qui vous écrivent à ma place au travail, nous font bien comprendre que le problème du manque de place en garderie, c'est pas juste un problème pour les enfants, c'est pas juste un problème de chiffres, c'est-à-dire que voilà, c'est pas juste, c'est aussi un problème qui crée énormément de détresse psychologique et financière au sein de la population. On peut s'imaginer aussi que c'est un problème qui crée des inégalités au sein de la population. Par exemple, on peut imaginer que c'est peut-être pas tous les parents qui sont aussi stressés de trouver une place en garderie, peut-être des parents plus aisés qui peuvent se permettre certaines options en garderie non subventionnée, par exemple. On peut s'imaginer aussi que ça touche pas également les parents hommes et les parents femmes, les mères. Souvent, quand les familles monoparentales sont dirigées par des mères. Oui, on a pu le constater en analysant, entre autres, les données d'un sondage qu'on a effectué auprès de nos membres, puis aussi par tous les témoignages qu'on reçoit à chaque jour. Malheureusement, quand les parents se retrouvent devant l'obligation de choisir quel parent va rester à la maison pour prendre soin des enfants qui n'ont pas trouvé de place en milieu éducatif, c'est la plupart du temps les femmes qui font le sacrifice. Très souvent, c'est la femme qui a un salaire moins élevé. Pour qu'une famille puisse subvenir à ses besoins avec un seul revenu, il faut choisir le plus élevé. C'est rationnel comme décision. Puis on la comprend, cette décision-là. Par contre, ça désavantage grandement les femmes. Bien qu'elles aiment leurs enfants, puis que leur rôle de mère les comble, elles ont aussi le droit de poursuivre des ambitions professionnelles et de s'épanouir autrement que par leur maternité. Mm-hmm. Donc, je peux parler pour moi-même. En fait, je l'ai déjà fait un peu plus tôt. Là. Moi, j'ai mis fin à mon contrat de travail. C'était pas nécessairement un choix, c'était plutôt un non-choix. Mm-hmm. Dans mon cas, la question se posait pas. Mes filles ont besoin, je vais prendre soin d'elles. Par contre, j'aurais aimé avoir le choix. Mm-hmm. Ça occasionne effectivement un très grand stress de ne pas savoir si la famille va pouvoir manger à sa faim, pendant combien de temps ça va durer. Puis les femmes sont encore plus désavantagées quand elles vivent dans un milieu où la violence peut s'inviter. Mm-hmm. Donc, elles deviennent plus isolées encore, elles peuvent être en perte d'autonomie financière, avec une estime d'elles-mêmes qui est grandement affectée par la situation précaire. Il y a vraiment beaucoup de détresse dont on n'entend pas parler, qui découle de la pénurie de places en garderie. Les populations qui sont dites plus vulnérables le deviennent encore plus. Puis ça, c'est vraiment très inquiétant. Oui, c'est ça. Tu nous aides bien à comprendre que, c'est ça, les répercussions vont vraiment très, très loin pour certaines personnes. On peut penser aussi là, aux inégalités socio-économiques qui sont probablement aussi exacerbées par cette crise-là. C'est peut-être quelque chose que vous avez observé également. Oui, absolument. Puis, comme pour les femmes, je voudrais peut-être aussi parler des enfants. Parce que les enfants qui sont plus vulnérables sont eux aussi plus touchés par la pénurie. Ce
que l'accès à un milieu éducatif de qualité puis adapté aux besoins de l'enfant peuvent permettre d'offrir des ressources à des enfants qui n'y auraient pas normalement accès. Mhm. C'est aussi un moyen de dépister certaines difficultés socio-économiques, justement, ou encore de développement, pour nommer que celle-là. Plusieurs études le disent, là, la période où l'enfant est âgé entre 0 et 5 ans est cruciale pour le développement. Donc, c'est priver des enfants de bien des outils, d'opportunités qui pourraient leur garantir un bon départ et des ressources dont ils pourraient avoir besoin. Donc, ma place au travail garde vraiment au cœur de ses revendications l'égalité des chances pour tous les enfants. Malheureusement, avec la pénurie, ça accroît les inégalités. Je le mentionnais un peu plus tôt. Essayer de trouver une place en garderie, là, c'est déjà la jungle. Mhm. C'est les milieux éducatifs qui ont le gros but du bâton, si je peux me permettre. On reçoit tous les jours des témoignages de parents qui vivent l'injustice. C'est pas tous les milieux qui opèrent comme ça, par exemple, puis heureusement, mais on a souvent vu des éducatrices refuser des garçons, par exemple, parce que, selon elles, les filles sont plus calmes. Il y a beaucoup de discrimination. Je pense aux enfants qui ont des allergies, qui sont souvent refusées aussi. Puis, je comprends, l'éducatrice en milieu familial, elle a tellement de choix. Pourquoi est-ce qu'elle se compliquerait la vie à gérer des allergies alimentaires au quotidien, surtout si elle n'est pas à l'aise? Ça peut être un facteur de stress aussi. Mais ça fait que les chances ne sont pas égales. Par contre, si on avait des places subventionnées de qualité en nombre suffisant pour la demande, là, on n'aurait pas ce genre de situation-là, ou en tout cas, beaucoup moins. Tout à l'heure, tu nous parlais de 51 000 familles qui étaient sans garderie, qui en auraient besoin. C'est beaucoup de personnes qui sont en attente d'une garderie. Si on compte les enfants là-dedans, on a une grosse partie de la population qui se retrouve dans cette situation-là, alors que on dirait qu'on invisibilise un peu ce problème-là qui, comme on l'a dit, a des impacts au niveau de la justice sociale, mais même de l'autre côté, d'un point de vue purement rationnel, au niveau de maximiser la force de travail. On a beaucoup de parents qui ne peuvent pas participer à l'effort de travail pour pouvoir produire les biens et services dont on a besoin. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce problème-là, que le problème, c'est qu'on ne le voit pas qu'il y a un problème, justement. On n'en parle pas assez. Oui, c'est une bonne question. Merci. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a remarqué là, dans la dernière année. Oui, on en parle quand il y a des grosses nouvelles qui touchent le réseau et la situation, mais ça a pris beaucoup de temps aussi avant que le problème soit même reconnu là, par le gouvernement en place. Ça a été notre première bataille, en fait, que la pénurie de places en garderie soit reconnue comme une urgence et puis qu'on devait agir. En termes d'invisibilisation du problème, je dirais qu'on le vit là, comme parents, je peux en parler aussi, mais au sein du mouvement, c'est quelque chose qu'on remarque aussi comme phénomène qui touche la société à plus grande échelle. C'est une situation qui est vraiment difficile à vivre. Puis le fait que c'est invisibilisé, ça accentue la difficulté à le vivre, le défi, en fait. C'est une crise qui n'a pas de précédent. On n'a pas de référent pour s'aiguiller ou pour se dire que ça peut se résorber, là, parce que ça ne s'est pas vu avant. Donc, pour les personnes qui ne sont pas touchées par le problème, c'est difficile, je pense, de concevoir le casse-tête que ça peut représenter. C'est ça, exactement. D'abord, il y a le casse-tête de trouver une garderie. Puis après ça, c'est celui de trouver un plan B. Puis il y a plusieurs personnes qui reçoivent des commentaires du genre ben, tu es en télétravail, tu peux garder ton bébé avec toi. Bon, là, on va mettre quelque chose au clair. Là. C'est pas vrai là, que c'est possible de bien faire son travail et de s'occuper d'un poupon en même temps. Les deux occupations demandent une attention constante et optimale. Donc, il y a plusieurs parents qui doivent jongler avec le travail, l'école à la maison, quand la situation l'exige, surtout depuis le début de la pandémie, là, avec les fermetures de garderies quand ils en ont une, ou dans le cas où la COVID s'inviterait, avec les écoles aussi. Je suis certaine que tous les parents vous le diront. Sur le long terme, c'est impensable d'assurer une efficacité acceptable au travail tout en ayant un ou plusieurs enfants à la maison. Ici, on ne parle pas d'une attente d'une semaine ou même d'un mois pour trouver une garderie. Souvent, c'est impossible de trouver, comme on le disait plus tôt, avant les 18 mois de l'enfant. 18 mois, c'est vraiment long.
Donc, il y a plusieurs parents qui sont en sans solde, comme on le disait encore une fois plus tôt, à la fin de leur congé parental, puis ils attendent désespérément de pouvoir retourner travailler. Le télétravail, c'est pas une solution magique au problème. Pourtant, c'est un commentaire qui revient vraiment souvent. Puis ce genre de commentaire-là vient invalider les frustrations, puis le sentiment d'injustice, qui est en fait tout à fait justifié, là, que peuvent ressentir les parents touchés. On a remarqué, par contre, puis je veux le mentionner, qu'il y a plusieurs employeurs qui sont sensibles à la cause puis qui font preuve d'une grande flexibilité pour accommoder les parents. Ça nous aide vraiment, ça fait chaud au cœur à chaque fois qu'on lit des témoignages qui en fait la preuve. Par contre, encore une fois, c'est pas une solution qui est viable à long terme. Et là, tu viens tout juste de donner une information qui me semblait importante, que c'est sans précédent. Est-ce que tu pourrais me donner peut-être un indicateur là, de temps? Depuis quand est-ce que c'est devenu un problème? Ça fait des années qu'il y a une difficulté tangible de trouver des places en garderie. Comme je le mentionnais, pour ma propre expérience, ma fille a 3 ans, puis ça a été très difficile de trouver une place. Et ça, c'était même avant la pandémie. Donc, c'est sûr que la pandémie a le dos large. On mettait beaucoup ça sur le dos de la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre. Mais en fait, je pense que c'est un peu une roue qui tourne. On aurait plus de main-d'œuvre si tout le monde avait une place en garderie quand ils en ont besoin aussi. Donc, je pense que le réseau, c'est un bon réseau. Par contre, il y a besoin d'amour, puis il en a besoin tout de suite. Là, pour vous donner des dates spécifiques, faudrait que je vérifie. Là, j'ai pas ça en tête. Je sais par contre que dans le temps de nos parents, nous, c'était pas difficile comme ça. C'était pas un problème. Ils avaient des choix. Mais où est-ce que à quel moment le choix s'est perdu? Ça, je peux pas le dire. On peut s'imaginer aussi que c'est sans précédent parce que ça fait relativement peu de temps que que les 2 parents sont sur le marché du travail. Donc peut-être que de ce point de vue-là aussi, on manque de recul. Là. Il y a eu la création d'un bon réseau quand les femmes sont entrées sur le marché du travail, qui a manifestement pas été aussi entretenu qu'il l'aurait dû, sinon on serait probablement pas dans cette situation-là, ce qu'on peut poser comme hypothèse aujourd'hui. Puis ce que tu nous rapportes, c'est que c'est un problème qui touche énormément de gens et que les initiatives individuelles ne suffiront pas clairement pour le régler. La débrouillardise des individus qui sont parents, la flexibilité des individus qui sont employeurs, ça fonctionnera pas. Il va manifestement falloir une volonté politique. C'est pourquoi votre mouvement s'implique. Il y a eu en parallèle, il y a du mouvement Ma place au travail, il y a pas longtemps, un autre mouvement qui demandait du changement politique dans le réseau des garderies. Je pense aux revendications menées par les éducatrices qui travaillent justement en milieu de garde. On a entendu parler, puis tu vas peut-être pouvoir nous confirmer ça, que les parents étaient très solidaires de leurs revendications, même si ça peut nous paraître un peu contre-intuitif d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire que quand on est parent puis qu'on a déjà de la misère à trouver un milieu en garderie, de voir que les garderies sont moins accessibles parce qu'il y a des grèves, ça peut plus compliquer la vie d'autres choses. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer si en effet, il y a bien eu solidarité, puis à quoi elle était due? Oui. Absolument. C'est une bonne question, ça aussi. Ma place au travail, en fait, vous l'avez nommé, Valorisons ma profession, c'est le mouvement sœur de Ma place au travail. Il a été fondé par des éducatrices à l'enfance. Depuis le début, Ma place au travail soutient les revendications de leur mouvement et vice-versa. Nos combats sont vraiment liés de façon très étroite. Des éducatrices qui sont valorisées, qui sont qualifiées et avec des bonnes conditions de travail vont avoir nécessairement un impact positif sur l'expérience de nos enfants qui fréquentent les milieux éducatifs. Sans les éducatrices, le réseau, il n'existe pas. C'est sûr qu'on déplore le fait qu'il ait fallu autant de temps et d'efforts de mobilisation pour que le gouvernement réponde aux demandes des travailleurs et travailleuses syndiqués. Encore cette semaine, le ministre de la Famille a fait l'annonce de mesures pour rendre plus attrayantes les conditions de travail et les formations pour devenir éducatrice à l'enfance. Cette annonce-là est arrivée comme si c'était miraculeux. Bon, oui, c'est bien que des moyens soient pris pour améliorer la situation, mais il faut comprendre que ces moyens-là auraient pu être mis en œuvre bien avant. Tout ça pour dire que dans tout le combat qu'ont mené les éducatrices dans la dernière année, puis avant, les parents étaient très, très solidaires.
on se cachera pas que c'est sûr qu'on avait envie que la grève prenne fin parce que ça nous rajoutait un casse-tête, en tout cas pour les parents qui avaient une place en garderie. Mais on voulait que ça prenne fin pour les bonnes raisons. On voulait que les éducatrices retournent au travail parce qu'elles avaient envie d'y retourner, parce qu'elles se sentaient valorisées, qu'elles étaient satisfaites de leurs conditions. Je voudrais aussi prendre le temps de nommer qu'on a été très frustrés comme parents de voir certaines choses, certaines façons qu'a utilisé la CAQ pour diriger un peu la trame narrative là, dans les médias par rapport à aux négociations. Oui, par rapport aux négociations, entre autres. On a trouvé que le gouvernement réduisait souvent les revendications des éducatrices à la question du salaire. Puis ça, c'est quelque chose, je trouvais que c'était sous-estimer l'intelligence des parents là, et du reste de la population, là, de penser qu'on n'était pas capable de faire la part des choses. Les éducatrices demandaient tellement plus que ça. Oui, il y avait la question du salaire, puis on comprend bien que c'était une revendication importante, mais elles demandaient aussi des meilleures conditions de travail, puis plus de ressources pour mieux aider nos enfants. Puis ça, nous, on peut juste être derrière ça. Donc oui, ça, c'est une des choses qui nous ont dérangé beaucoup. On parle d'éthique aujourd'hui, là, ça nous a beaucoup chicoté. Je pense que le problème éthique là, qui moi, en fait, m'a fait vous contacter, ma place au travail, parce que j'avais vu votre post que vous aviez fait sur la fameuse publicité, là, 30$ de l'heure. Là. Peut-être que Romane va pouvoir témoigner, mais j'ai tendance à toujours rester froid, de dire on va tenter de regarder les choses. Je m'emporte pas avec les questions d'éthique, je suis un rationaliste. Et là, j'étais fâché quand j'ai lu ça, votre réponse. J'ai dit, c'est son ton bien de mauvaise foi de prendre cet argent-là pour faire de la fausse publicité, pour tenter de réduire à la question du salaire, de mentir par rapport à les revendications qui sont faites et ce qu'eux offrent de leur côté. J'ai trouvé ça tellement choquant, j'ai dit bon, on dirait que je me reconnais pas. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'on se trouve aujourd'hui ici. Donc est-ce que tu pourrais nous parler de cette publicité-là qui est odieuse selon moi là? Oui, oui, excuse-moi, ça, si je peux juste ajouter un commentaire pour renchérir là, sur ce que disait Kevin juste avant de te laisser répondre. Là. C'est aussi très fâchant parce que le gouvernement est clairement en position de pouvoir, c'est-à-dire que par rapport aux éducatrices, puis qui utilise se tient en position de pouvoir parce qu'il est populaire auprès de la population, puis parce qu'ultimement, c'est lui qui décide de leur salaire puis de leurs conditions de travail, puis qui utilise ce pouvoir-là, c'est-à-dire qu'il y a énormément de moyens puis de popularité pour minimiser les revendications qui touchent qui touchent les éducatrices, mais aussi les enfants. On peut trouver que c'est doublement un manque d'éthique, puis que c'est doublement fâchant. Mais oui, on te laisse commenter. Absolument. Merci pour la question. La fameuse pub, je comprends vraiment. Nous aussi, on avait le feu, Kevin. Alors, même celle d'entre nous qui garde la tête froide un peu comme toi, à l'habitude, était très, très en colère quand on a vu l'apparition de cette pub-là dans les journaux. On n'en revenait tout simplement pas. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises aussi là, au fil du temps que le gouvernement mette des mots dans la bouche des parents. Puis ça aussi, ça venait un peu être la goutte qui faisait déborder le vase là, après l'apparition de la pub. On disait souvent que les éducatrices en grève prenaient les parents en otage. Bon, oui, comme on le mentionnait, c'est un peu ce que la pub voulait mettre en lumière aussi. Il faudrait que ça cesse parce que les pauvres parents doivent retourner travailler, tout ça. Puis je l'ai dit plus tôt, c'est sûr qu'on avait hâte que la grève s'arrête parce que ça causait bien des désagréments aux parents qui avaient une place. Mais comme je le disais plus tôt, encore une fois, on voulait que ça s'arrête pour les bonnes raisons, non pas parce que le gouvernement les obligeait ou parce qu'ils faisaient preuve de mauvaise foi ou qu'ils abandonnaient leur combat. Donc oui, on a été outrés par la publicité que le gouvernement a fait paraître en pleine page, en plus des journaux, en pleine négociation avec les travailleurs-travailleuses syndiqués. Puis c'est une des nombreuses occurrences où le gouvernement a carrément simplifié l'enjeu, là, comme vous l'avez bien nommé tous les deux. Les demandes des éducatrices, c'est pas juste la question du salaire. Moi, en voyant ça,
je sais que je suis pas la seule, j'ai été choquée. Là, la publication à laquelle tu fais référence, Kevin, est devenue virale très rapidement. Là. On a vu que ça rejoignait plusieurs personnes. Est-ce que tu peux nous parler du mensonge qui était là, où on disait 30 de l'heure? Et est-ce que tu peux nous parler qu'est-ce que ça veut dire, ce 30 de l'heure-là, qui est vraiment outrant de la manière que ça a été présenté, là? Oui, ben en fait, c'est ça. On mettait en gros 30 de l'heure, c'est ce qu'on offre aux éducatrices. Puis on sous-entendait un peu par la publicité que les éducatrices demandaient, c'est exagéré là, ce qu'ils demandaient, vu qu'on leur offre un salaire de 30 de l'heure. Faut savoir que ce salaire-là était seulement atteignable, si je peux dire, là, au dernier échelon de la progression pour les postes d'éducatrice. Puis on avait même ajouté des échelons là, dans l'échelle. Puis c'était disponible aussi seulement pour les éducatrices qui acceptaient de faire plus d'heures que le nombre d'heures qu'elles font normalement. Donc, ça diminuait un peu leur qualité là, au niveau de l'équilibre travail-famille, par exemple. Puis ces heures-là, plusieurs éducatrices l'ont mentionné. C'est important, elles en ont besoin de ces heures-là dans la semaine pour pouvoir rester bienveillantes, alertes, puis offrir toute la magie qu'elles offrent aux enfants dont elles ont la responsabilité. Donc, je trouvais que c'était très trompeur là, de mettre ça en gros comme si c'était, je sais pas, comme le trésor absolu, puis ça leur était offert sur un plateau d'argent. Donc ça, c'était une partie là, de la tromperie qui se trouvait dans la pub. Je sais pas si c'est à ça que tu faisais allusion, Kevin, mais il y avait ça. Puis aussi la mention, il faudrait que je la retrouve, là, la façon dont c'était formulé, mais la façon dont c'était dit, comme ça suffit, là, on prend les parents en otage, il faut que les négociations prennent fin, alors que la mauvaise foi n'était pas nécessairement du côté des travailleurs et travailleuses syndiqués, là, puis on était très bien capable de le voir si on suivait le moindrement les négociations, puis comment ça se présentait, là. Donc je sais pas si tu avais une autre question, Oui, non, c'était exactement ça. Je voulais juste mettre l'accent sur le fait que c'était le dernier échelon. Donc, c'est parce que ce qui était sous-entendu, c'est que toutes les éducatrices allaient avoir 30 de l'heure. Alors que c'est seulement le dernier échelon. On rajoute 2 échelons en passant que personne n'a pu atteindre parce que, ben, faut les monter, ces échelons-là. Donc, il y a encore moins de gens qui peuvent le faire. Et ce que je trouvais outrant, c'est qu'elle était belle. Elle était vraiment belle, la publicité. Donc, ils ont mis de l'argent, là. Ça a été publié à beaucoup d'endroits et on n'a pas d'argent pour vous payer, mais voici une façon déloyale de présenter ça en utilisant l'argent des contribuables qui est censé aller justement à ces personnes-là qui travaillent et le fait qu'elle était si jolie, je me dis, je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent là-dessus. Là. c'est le summum. Effectivement, comme citoyenne qui paye des impôts, j'aurais grandement préféré que le gouvernement utilise la somme qu'il a dépensée pour cette publicité-là à meilleur escient, par exemple en l'investissant dans le réseau. C'est sûr, c'est un non-sens. Là. Bien raison. Puis on peut penser aussi que pour les parents, pour les éducatrices, c'était fâchant de voir leur employeur sortir les négociations qui sont supposées rester entre l'employeur puis l'employé en essayant d'aller chercher un appui du public, donc d'inviter une tierce partie qui a normalement pas rapport dans des négociations syndicales. Mais c'est aussi fâchant pour les parents qui, comme toi, ont cherché des places en garderie pendant 3 ans, n'en ont pas trouvé et sont déjà pris en otage, entre guillemets, par le fait que le réseau manque de place. Donc, c'est pas... la grève était un embêtement, sans doute, pour plusieurs jours, pour plusieurs parents, mais le problème, c'est d'après ce que tu m'as dit et ce que tu nous as expliqué, c'était clairement pas à l'ampleur justement du problème qui s'étire depuis plusieurs années puis qui mérite justement des investissements dans le réseau sur tous les plans. Donc voilà, c'était mon tour de faire mon éditorial. Mais on peut peut-être voir aussi, il y a quand même eu donc le mouvement Ma place au travail a rejoint beaucoup de parents. Il y a eu de la solidarité aussi pour le mouvement de revendication des éducatrices. Elles ont adopté une nouvelle convention collective d'ailleurs. On peut penser que justement cette solidarité-là, puis la façon dont vous rejoignez plusieurs familles, puis cette prise de conscience-là qu'il y a dans les médias, la population pour ce problème-là, même si
ça n'enlève pas complètement son invisibilisation, mais quand même, on peut penser que ça porte fruit, qu'on peut attendre certains changements, certaines avancées. Est-ce que ma place au travail a été témoin de potentiels changements à venir au niveau de ce problème-là de manque de place dans le réseau des services de garderie? Oui, absolument. En fait, on a déjà pu voir que le ministre de la Famille a déposé un grand projet qu'il appelle son grand chantier pour les familles. Vous en avez probablement entendu parler. Voulez-vous que je le décrive un petit peu? Oui, s'il te plaît, pour que nos auditeurs et auditrices soient bien au courant. Parfait. Le grand chantier pour les familles. Ça, c'est un grand projet qui a pour but de compléter le réseau. Qui est déjà en place, mais aussi de l'améliorer. Puis, pour faire un petit résumé, là, il est divisé en 6 grands points. Donc, le premier, c'est une volonté de créer assez de place pour répondre aux besoins des familles. Donc, on veut ajouter 37 000 nouvelles places subventionnées au réseau qui existe déjà. Donc, c'est bien ambitieux, mais on est très content de voir que c'est dans les plans. Puis ensuite, pour le deuxième point, il y a beaucoup d'efforts qui vont être investis à la conversion de places qui sont non subventionnées en places subventionnées. Puis aussi en modifiant le crédit d'impôt là, qui est remboursable pour les frais de garde. Le troisième point touche l'efficacité du réseau. Donc, on veut continuer de le développer, on veut améliorer le processus pour créer les places, on veut que ce soit plus facile, on veut aussi faire du guichet unique, une vraie liste d'attente qui fonctionne, qui soit maintenant sous la responsabilité du gouvernement parce que jusqu'à maintenant, c'était un tiers qui administrait le guichet unique, la place 05. Donc, on veut rapatrier ça sous le ministère de la Famille. Le point 4 vise la consolidation du réseau de garde en milieu familial. En fait, on veut améliorer les conditions de travail des responsables des services de garde. On veut aussi rendre les pratiques des bureaux coordonnateurs plus uniformes. On veut aussi intégrer dans le réseau les ressources de milieux familiaux qui sont non reconnues en ce moment. Donc, on voudrait qu'ils soient tous reconnus aussi. Au point 5, on veut assurer la main-d'œuvre qualifiée, suffisamment qualifiée, mais aussi en nombre suffisant. On veut améliorer les conditions de travail, on veut encourager, soutenir la formation. Donc, tout ça, c'est dans le 5e point du grand chantier. Et on a un dernier point qui est très, très important pour nous, c'est la volonté de revenir à l'égalité des chances, puis la garder vraiment au cœur des préoccupations en priorisant l'accès au réseau pour les enfants qui vivent dans un contexte de précarité socio-économique, par exemple, et en offrant des services qui sont adaptés aux besoins des enfants. Donc ça, c'est rapidement, là, à vol d'oiseau, le grand chantier est proposé. Est-ce que je peux faire un commentaire sur les chiffres? On a parlé de 51 000 familles, et là, on parle de 36 000 nouvelles places. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble qu'il y a un manque à gagner de 15 000 places. Déjà, en partant avec un projet, si on suppose qu'il tout arrive, parce que c'est rare qu'on réussisse à atteindre tous nos objectifs, il me semble que déjà, on ne vise pas à régler le problème, on vise à le minimiser, mais on ne pourra pas le régler en fait avec ces mesures-là, non? Alors que c'est le grand chantier. Effectivement, c'est pas parfait. Oui, dans les chiffres, on peut le voir. Puis aussi, dans certaines façons d'aller améliorer le processus, on avait quelques inquiétudes aussi là, de notre côté après avoir analysé le projet de loi 1 qui a été déposé. On peut peut-être en parler maintenant si dans le fond, il y a eu un projet de loi qui a été déposé justement dans le but d'améliorer le réseau, de rendre ça officiel. Donc, il y a eu un comité à ma place au travail qui a étudié tous les articles de façon approfondie puis qui a travaillé à la rédaction d'un mémoire qui présentait 6 recommandations pour, selon nous, améliorer le projet de loi. On a vraiment accueilli de façon positive ce projet-là, par contre. Il faut se rappeler qu'en mars, puis pendant plusieurs mois, on parlait même pas de l'enjeu de la pénurie de places en garderie, puis le gouvernement reconnaissait pas non plus l'ampleur de la pénurie et ses impacts là, sur toutes les sphères de la société. Donc, le seul fait qu'un tel projet de loi
voit le jour. Ça représente un immense pas vers l'avant. Puis c'est une preuve aussi que tout le travail puis toute la mobilisation des parents impliqués puis les alliés de notre mouvement ont porté fruit, comme tu le mentionnais, Romane, un peu plus tôt. Donc, on est content de voir ce qui se trouvait dans le projet de loi, mais on avait quelques réserves, quelques inquiétudes. On a articulé ça sous forme de recommandations. Donc, il y a une autre, pour une mise en contexte, pardon, il y a une autre maman du mouvement et moi-même, on est allé présenter notre mémoire en commission parlementaire. Puis, c'était pour nous une belle victoire là, que les parents aient finalement leur place dans la discussion. Parce qu'après tout, c'est des discussions au sujet d'un réseau duquel on est les principaux utilisateurs. Donc, ça faisait plein de sens pour nous d'avoir notre mot à dire. Donc, pour mentionner, nous, on avait 6 recommandations. J'en mentionnerai peut-être 3 aujourd'hui là, pour répondre un peu à ton intervention, Kevin. C'est pas parfait. Nous, notre première recommandation, c'était de faire de l'accès à un service de garde éducatif à l'enfance un droit universel. Donc, l'accès à une place de qualité puis abordable, ça ne devrait pas être conditionnel aux ressources qui sont disponibles. Nous, on voulait que ce soit ajouté à la loi. On veut que ce soit officiel, que chaque enfant ait droit à une place. Chaque enfant devrait avoir le droit de se développer à son plein potentiel, d'avoir accès à des ressources adaptées à ses besoins, puis chaque parent devrait aussi pouvoir retourner travailler avec la paix d'esprit de savoir que son enfant est dans un milieu qui lui convient. Pour nous, il n'y a pas de compromis à faire avec ça. On a demandé à ce que ce droit-là soit ajouté à la loi, parce qu'en ce moment, c'est pas tout à fait comme ça que c'est formulé, là. Ce qu'il y a dans la loi, c'est une obligation du ministre à développer des places. Mais ça, c'est conditionnel à... Ce que le ministre veut faire, est-ce que le ministre a comme ressources? Donc, on peut quand même répondre à cette loi-là en disant, ben, je peux rien faire de plus, puis que ça avance pas autant que ça le devrait, dans le fond. Exactement. Puis pour nous, c'était pas suffisant. Puis après tout, là, on s'est permis de mentionner que ben, la CAQ l'a inclus dans sa loi qui régit les maternelles 4 ans. Hein. C'est un droit là, d'avoir accès à une maternelle à 4 ans. Alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de l'ajouter à la loi pour le réseau de la petite enfance? Donc nous, c'était ça l'interrogation qu'on avait aussi. Là. Ça, c'est la première des choses. La seconde recommandation qui nous tenait vraiment à cœur, c'est celle d'une offre proportionnelle qui réponde adéquatement aux besoins des enfants. Donc, dans cette recommandation-là, on suggère plusieurs changements pour vraiment s'assurer que les enfants qui ont le plus besoin d'avoir accès au réseau puis à ces ressources puissent y avoir accès. Parce que c'est vraiment la chose la plus importante pour nous, là, que l'égalité des chances soit au cœur des préoccupations dans l'attribution des places. On a suggéré, entre autres, de modifier le concept de précarité socio-économique pour celui de vulnérabilité. Parce qu'on trouve que la vulnérabilité, ça inclut vraiment mieux toutes les situations qui peuvent compromettre les chances de réussite d'un enfant. Par exemple, je pense aux enfants qui sont aux prises avec une condition médicale particulière ou qui sont issus d'un contexte familial où il y aurait de la violence, les enfants de parents qui ont un trouble de santé mentale, les enfants dont le français n'est pas la langue maternelle. Il y a vraiment une longue liste, là, puis toutes ces situations-là ne sont pas considérées dans l'appellation de précarité socio-économique. Donc, on voulait vraiment s'assurer qu'aucun enfant était laissé pour compte. Ça, c'était de la plus haute importance pour nous, que les enfants qui ont le plus besoin de services de garde éducatif et des ressources qui s'y rattachent y aient accès. Sinon, il y a une troisième recommandation que je pourrais présenter aujourd'hui, c'est les mesures à mettre en place avant que le réseau soit complété. Parce qu'à la lecture du projet de loi 1, puis moi, ça m'a particulièrement touchée de constater ça, il y a quelque chose qui brillait par son absence, c'est des mesures qui concernent les parents qui sont maintenant, puis depuis vraiment longtemps, en recherche d'une place pour leur enfant. Parce que le grand chantier des familles propose de compléter le réseau, puis c'est vraiment merveilleux. Les familles qui vont attendre un enfant dans quelques années ne vont probablement pas connaître tous les casse-têtes que nous, on connaît aujourd'hui. Mais les dizaines de milliers de parents qui vivent de la détresse depuis déjà plusieurs mois, mais ils ne peuvent pas se permettre d'attendre encore avant de pouvoir souffler, là. La pénurie de places en service de garde force tellement de parents à rester à la maison, surtout ceux qui ont un enfant de 18 mois et moins, parce que comme on le disait, c'est vraiment rare, ces places-là. Donc, on a vraiment proposé de soutenir financièrement les familles qui attendent parfois plusieurs mois sans aucun revenu, en ajoutant une clause qui permettrait, par exemple, de rallonger le régime québécois d'assurance parentale,
Puis on demandait surtout que ce soit fait de façon urgente, maintenant, là, parce qu'on en a besoin pour hier. Merci, je pense que c'est des très bonnes recommandations. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un petit peu là, d'où est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de place? C'est où est le problème avec le fait qu'on manque de garderies? Est-ce que c'est le manque d'éducatrices formées qui peuvent offrir le service? Est-ce que c'est au niveau des restrictions que le gouvernement met en place, etc.? Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un peu là, de où est-ce que la solution va venir? Oui, c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs facteurs. Puis, comme on sait, ça date depuis longtemps qu'il y a un problème pour trouver des places de garderie. Donc, je pense qu'avec l'accumulation, le fait de ne pas nécessairement s'être attaqué au problème au moment où il est apparu a fait qu'il a bien sûr pris de l'expansion. Donc, ça, c'est une chose. Le temps que ça a pris pour s'y attarder. Sinon, oui, évidemment, il y a un manque de main-d'œuvre comme dans tellement de domaines en ce moment, mais oui, on manque d'éducatrices. D'une part parce que les conditions de travail étaient peut-être pas assez attrayantes, puis il y avait beaucoup de défis importants avec lesquels les éducatrices devaient jongler, qui faisaient que plusieurs décidaient au final de quitter le navire. Puis on les comprend quand on fait des demandes qui ne sont pas entendues non plus, puis qu'on n'a pas les outils dont on a besoin pour bien faire son travail, surtout quand son travail, c'est de veiller au bon développement, à la sécurité des enfants. À quelque part, ça doit venir vraiment toucher des cordes sensibles chez ces personnes-là qui ont choisi cette profession-là, puis on comprend. Donc oui, au niveau des éducatrices, il y a un grand manque, mais il y a aussi tout ce qui est procédure administrative pour oui, ouvrir une installation, mais même seulement pour en agrandir une. On a vu plusieurs témoignages passer. Ça a sorti quelquefois dans les journaux aussi des événements où pendant plus d'1 an, des milieux ont tous les papiers prêts, mais le ministère tarde à donner son feu vert, par exemple, ou pour une question de formulaire, ça devient compliqué, ça fait qu'il faut recommencer la procédure parce qu'il y a un délai, parce qu'il faut savoir aussi que pour entamer la construction, par exemple, si une construction est nécessaire pour ouvrir un CPE ou une autre installation, ça prend des autorisations particulières, puis ça, ben c'est géré par le ministère. Donc, ça aussi, c'était prévu par quelques articles du projet de loi 1, certains allègements administratifs au niveau du processus là, pour augmenter le nombre de places. C'est des allègements qu'on accueille avec une grande joie parce qu'on sait que c'est un gros nœud là, dans le problème. Il y a plusieurs places qui auraient pu être créées déjà depuis longtemps. Il y a aussi le fait que parfois, il y a des places disponibles, mais parce qu'elles ne sont pas subventionnées, c'est juste pas possible pour des parents d'envisager ces places-là. On en parlait un peu plus tôt, là, l'offre n'est pas nécessairement proportionnelle. Oui, en nombre, mais adaptée. C'est ça, exactement, merci. Parce qu'un parent pourrait avoir besoin d'un certain type de milieu, puis ne pas y avoir accès parce que dans sa région, il n'y en a pas disponible, par exemple. Mais ça pourrait être aussi une question financière. Il y a des parents qui peuvent tout simplement pas se permettre d'envoyer 1, 2, 3 enfants dans un milieu qui est non subventionné à 60 et plus dollars par enfant par jour. Ça monte très vite. Donc, il y a aussi cet enjeu-là qui fait qu'il y a plusieurs enfants qui n'ont pas de place encore. On voit donc qu'il y a déjà des démarches politiques, même si, comme tu nous le fais comprendre, elles restent peut-être encore sujettes à des améliorations. Vu que ces démarches politiques sont entamées, c'est quoi le plan pour le mouvement Ma place au travail maintenant? Oui, merci pour la question. En fait, le mouvement reste encore très pertinent parce que oui, on salue les efforts du ministère de la Famille pour compléter le réseau. On est très content de voir que ça bouge enfin après toutes ces mobilisations-là, tous les efforts que les parents et les alliés de la cause, les éducatrices ont mis en œuvre toute l'année. Mais le combat est pas fini. Donc, on continue de recevoir des témoignages de parents qui vivent toutes sortes de défis qui découlent de la pénurie. Puis, il faut se rendre aussi jusqu'à la complétion du réseau parce que, bien qu'elle soit annoncée, c'est pas fait encore. Donc, le mouvement continue ses efforts de sensibilisation. On veut continuer d'informer la population des développements dans ce dossier-là.
on est devenu un OBNL aussi. Donc, avec cet OBNL-là vient plein d'autres projets. Vous en entendrez parler sous peu si vous nous suivez. D'ailleurs, j'inviterai tous les nouveaux parents ou les parents qui ne sont pas nouveaux, tous les parents ou les gens qui s'intéressent à la petite enfance et tout cet univers-là à nous suivre sur les réseaux sociaux. Puis, on est toujours aussi à la recherche de bénévoles. Ma place au travail, je le rappelle, là, c'est 100% action bénévole. Donc, ce sont des parents qui font ça avec les enfants dans leurs bras, sur leurs genoux. Donc, si vous êtes chez vous, vous avez besoin d'être dans l'action, et contactez-nous, écrivez-nous sur les réseaux sociaux, ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis, on a toujours besoin de bras pour continuer justement cette mission-là, là, qui est d'assurer que chaque enfant ait son droit à sa place. Chaque enfant ait sa place et chaque parent retrouve sa place au travail. Excellent. Eh bien, on a hâte de vous suivre puis de voir ce que l'avenir vous réserve. Merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous parler aujourd'hui. Tu nous as permis de comprendre vraiment là l'ampleur du problème qui est le manque de place en garderie. Puis on a pu comprendre avec toi que c'est un problème qui va au-delà des chiffres, qui est aussi un problème de justice sociale, qui est aussi un problème qui crée des inégalités. Donc on a beaucoup apprécié là que tu nous aies vraiment présenté cet enjeu-là en détail. Je pense que nos auditeurs et auditrices vont être mieux en mesure de le comprendre également. Alors, au plaisir de voir ce que ma place au travail va accomplir dans les prochains mois, les prochaines semaines. Merci beaucoup à vous pour l'invitation encore. Ça m'a fait plaisir. Oui, merci à toi.